En évoquant les amitiés de l'abbé Journet, il est impossible de ne pas mentionner le père Cotier. Il fut successivement un disciple, un fils spirituel, un collaborateur et enfin un successeur de l'abbé Journet. De fait, à la disparition de ces deux grands maîtres que sont Jacques Maritain et l'abbé Journet, Cotier travailla à la publication de leurs écrits et à la diffusion de leurs pensées. Cependant, la relation qu'il entretenait avec l'un n'était pas comparable avec celle qu'il entretenait avec l'autre. Par son travail de philosophe, le père Cotier était peut-être plus proche intellectuellement de Maritain. Maritain, en retour, a développé envers le dominicain suisse une véritable affection, reconnaissant son sérieux, son sens des responsabilités et son travail. Dans sa correspondance avec Journet, Maritain explique voir en lui un disciple de la jeune génération et un saint religieux. Ces éléments, parmi d'autres, indiquent la dette immense du père Cotier vis-à-vis de Maritain. Cependant, cette dette reste principalement cantonnée à la sphère intellectuelle. En étudiant la relation entre les deux Suisses genevois, le lien augmente d'un palier, voire change de nature. Il s'agit davantage d'une communication vitale, une école spirituelle que le père Cotier intègre par la proximité du maître en ecclésiologie. D'ailleurs, il est facile d'établir plein de parallèles matériels entre eux. Parallèle géographique, il est lié à Genève et Fribourg, parallèle théologal par la spiritualité dominicaine, parallèle amical par leur proximité avec chacun leur pape respectif, qui leur donneront la barrette cardinalice, parallèle de tempérament, par leur humilité, leur discrétion. Nous pourrions continuer la liste. Cependant, il me semble bien plus intéressant de s'intéresser à leur unité spirituelle. En l'interrogeant, certaines questions surgissent. Quelle fut la source et l'évolution de leur relation? En quoi le père Cotier reproduisit son modèle? Sur quel sujet le père Cotier s'appuya fortement sur l'abbé Journet? Cette communication donne alors l'occasion d'explorer leurs liens, à la fois historiques et intellectuels. La partie historique comportera 2 points. Tout d'abord, un point de vue chronologique, avec le rapprochement progressif de Cotier avec Journet. Ensuite, un point de vue comparatif, avec l'inspiration de Journet dans la conduite du travail de Cotier. La partie intellectuelle, elle, défendra l'héritage œcuménique et ecclésiologique de Journet, assumé par le père Cotier. Premier point, Cotier et Journet, une collaboration historiquement prédisposée. Point d'interrogation. Nous pouvons distinguer 4 étapes chronologiques. Tout d'abord, avant même sa naissance, une famille, Cotier, déjà attachée à l'abbé Journet. Ensuite, la guerre forçant l'esprit d'engagement du jeune genevois, puis le temps d'une formation à distance, d'un lien à distance, après la rentrée au noviciat de Georges Cotier, et enfin, une collaboration croissante. Le lien entre Georges Cotier et Charles Journet n'est pas dû au hasard. Il est dû à une famille qui est déjà attachée à ce prêtre. Le brin qui lie Journet et Cotier vient s'établir autour d'un cordage déjà tressé avec sa famille. Ce milieu familial est composé de ses parents, spécialement de la famille de sa mère. En 1917, Louis Cotier et Anthony Bouchardy sont tous deux jeunes paroissiens de Carouge. Ils sont célibataires. Ils appartiennent au cercle des jeunes. Et cette année-là, ils voient arriver un jeune prêtre comme vicaire, l'abbé Charles Journet. Il rejoint l'équipe de 2 prêtres dans une vie paroissiale importante. Au bout d'1 an, il s'occupe de ce cercle d'études d'une quinzaine de membres. Il apprécie initier à l'enseignement théologique, apologétique culturelle ces jeunes gens, à vrai dire à peine plus jeunes que lui, d'autant plus que les activités qu'on lui a confiées avec les adolescents lui sont assez pénibles, comme en témoigne son curé dans une lettre. Il n'est que trop vrai que l'abbé Journet n'a pas réussi avec les garçons, il ne les comprend pas,
et on le sent malheureux dans ce milieu, tandis qu'il réussit parfaitement dans un cercle d'études, au confessionnal, en chaire ou auprès des malades. » Fin de citation. La famille Bouchardy en fait partie. La sœur d'Antony, Germaine, entrera chez les dominicaines d'Estavayer-le-Lac. Le petit frère Étienne, futur prêtre, fera partie du cercle restreint, finalement, du clergé soutenant l'abbé Journet tout au long de son apostolat intellectuel. Son soutien est tel que Journet fait part à Maritain de son hésitation à poursuivre les conférences de Genève suite au déplacement du jeune prêtre en septembre 1930. Le grand frère François, futur professeur de littérature, ami de Guéon, recevra régulièrement Journet dans sa famille et témoignera au moment de son cardinalat en 1965 de leur longue amitié. Quand Journet sera tenté après-guerre de mettre fin à l'aventure de Nova et Vetera, il lui sera un précieux soutien moral et participera à la rédaction de 19 articles dans sa spécialité. 2 années suffiront donc pour faire naître une longue relation avec les uns et les autres. En septembre 1920, l'abbé Journet part au noviciat dominicain. Renvoyé à Genève en 1921, il continuera d'y se rendre chaque week-end en alternance avec son enseignement à Fribourg. Lui et Antony, mariés en 1921, attendent, eux, le jeune Georges dès l'année suivante. Une anecdote prouve la longévité de la relation avec ses parents. Fin 1947, Journet avait proposé à Jacques et Raïssa Maritain, alors à Rome, que Louis, horloger de métier, répare leur montre, ce qu'il fit, mais il refusa d'être payé, puisque leur fils Georges avait une trop grande admiration pour Maritain. Georges Cotier avait donc entendu parler de Journet dès son enfance, il le dit. Bien que prédisposé, cela n'obligeait nullement à ce qu'il en devienne le fervent disciple. Cela va commencer dans les années de guerre 1938-1945. Dans les faits, ce n'est pas sa famille qui l'amena à Journet, mais un ami. Il appartenait en ces années à la jeunesse étudiante catholique, la GEC, et encouragé par l'aumônier l'abbé Chavaz, Cotier, un petit groupe de collégiens, sous la direction de Bernard Antonios, s'adjoint à un petit comité fait de quelques messieurs, de quelques universitaires, dit Cotier, réunis le samedi soir à la salle paroissiale Vuarin pour écouter l'abbé Journet. Cotier y rencontra alors Georges Aldas, mi-orthodoxe, mi-protestant à cette époque, et qui suivait le catéchisme catholique avec Journet afin de pouvoir se marier. Ce groupe de jeunes restera aussi fidèle que le premier évoqué plus haut envers Journet. L'abbé Journet célébrera le mariage d'Antonios avec Geneviève de Gaulle et ne cessera de les accompagner spirituellement. Georges Aldas lui présentera bientôt Anne Perrier, qui recevra par Journet à la fois le baptême et la motivation de publier ses poèmes, à commencer dans Nova et Vetera, dans lequel elle écrira également quelques recensions. Si Georges Cotier découvre d'abord l'étude de la Bible par l'abbé Journet, il admire de plus en plus ses propos prophétiques dans le domaine politique, en raison de la clairvoyance de la situation et le courage manifesté dans ses écrits. Et Cotier devient alors un participant à tous les combats de l'abbé Journet. Nous pouvons le constater par différentes actions. Fin 1942, par sa lettre de protestation à l'évêque, avec d'autres amis, lors de la censure de Nova et de Vetera par ce dernier. En décembre 1943, au sein d'une assemblée d'étudiants acquis à la cause communiste, il intervient courageusement, parce qu'il n'est pas dans un milieu favorable, pour dénoncer les actions des nazis qui avaient fermé l'université d'Oslo et le principe même de déportation. Enfin, par sa participation à la création des Cahiers du Rhône et au sauvetage d'enfants juifs par le groupe de l'amitié chrétienne, qui viendra plus tard les amitiés juido-chrétiennes, dirigé de Lyon par Germaine Ribière, elle aussi appartenant à la GEC, comme l'écrit Guy Boissard dans sa biographie
sur Journée. Il fait partie, je cite, de ce foyer de défense des valeurs spirituelles et de résistance contre les idéologies menaçantes. Et ce foyer a pour source l'abbé Journet. Puis vient le temps des choix, parce que pour Cotier, le temps de la guerre a été également un temps de discernement. L'abbé Journet, dans son discernement vocationnel, le dirige vers un de ses amis, ami également de ses parents, le père de Menasse. Georges, lui, fait preuve d'initiative dans ce domaine. En 1941, il faussera compagnie à l'abbé Journet et à ses amis, sans les prévenir, alors en pèlerinage à la Salette, pour se rendre au couvent dominicain de Saint-Maximin. En août 1944, il traversera la France en état de guerre pour se rendre à Paris à peine libéré, pour rencontrer le père Chevignard, alors le père maître des novices. La décision de rentrer chez les frères dominicains s'inscrit dans un dynamisme plein d'espérance, mais reposant sur de faibles piliers. En effet, la Suisse interdit alors l'installation de religieux. Le maître de l'ordre, très optimiste comme tous les maîtres de l'ordre, avait érigé cependant la maison d'Annemasse comme vicariat général en 1938 dans l'espoir d'une installation en terre helvétique. Et Georges Cotier n'est pas le seul Suisse à entrer. Entrent avec lui Benoît Duroux et Maurice Delalloy. Ils prendront l'habit le 2 juillet 1945 et feront profession simple le 4 juillet 1946. Alors que tous ses autres condisciples sont envoyés au Sauchoir, le maître de l'ordre décide de l'envoyer à l'Angélicum. Il se formera à l'école du père Guérigou-Lagrange, qu'il a beaucoup apprécié, et il rencontrera enfin Jacques Maritain, alors ambassadeur de France. Il est ordonné prêtre le 2 juillet 1951 à Genève par Monseigneur Charrière, et ce sont les premières ordinations dans la ville depuis la réforme protestante. Un numéro de Nova et Vetera de 1988 publiera une homélie de l'abbé Journet pour une première messe en 1951. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de la première messe du père Cotier. Le ton est engagé, l'atmosphère pesante. Journet encourage à parler haut et fort le langage de la vérité de l'Évangile au milieu d'un combat. Si le monde porte à son summum l'athéisme, engendre le désespoir, véhicule la haine, le prêtre, de son côté, doit mendier à Dieu le pain de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il doit le mendier à Dieu pour lui-même, mais surtout pour ceux qui l'entourent. Voilà, l'histoire aurait pu se terminer là, et l'abbé Journet n'être que le prêtre de la jeunesse de Cotier. Il en fut tout autrement, comme vous le savez. 1952-1975, devenir le premier collaborateur de Journet. À Annemasse, le père Quélin, devenu secrétaire de la rédaction de Nova et Vetera, avec le père Quélin, le prêtre commence son travail universitaire. Il enseigne à Saint-Maximin, aux petits frères de Jésus, aux membres de la mission ouvrière Saint-Pierre et Saint-Paul. Il commence son travail de thèse sur les origines philosophiques de l'athéisme chez Marx et rédige quelques articles pour Nova et Vetera. Il aide son grand maître Maritain par la rédaction de fiches en histoire, en philosophie contemporaine. La correspondance entre Journet et Maritain montre l'appréciation grandissante de son travail, avec un Journet qui cherche tant à élever le niveau d'écriture de son élève qu'à aménager le jeune prêtre. C'est ainsi qu'en août 1959, quand Maritain le suggère à Journet comme secrétaire de la collection Sagesse et Culture, de préférence au père Quélin, car Cotier jugeait plus efficace et plus libre, Journet répondra que cela reviendrait à qu'il n'écrive plus pour lui-même, et donc le projet sera abandonné. Cotier avait à ce moment-là soutenu, quelques mois précédemment, sa thèse. Un échange montre leur unanimité à propos du jeune dominicain. Après un passage de Cotier à Toulouse, Maritain, en janvier 1962, écrit à Journet « Quelle bénédiction que vous ayez formé à saint Thomas un tel disciple, si fidèle, si droit, si merveilleusement libre d'esprit. » Journet s'empressera de répondre et jouit de l'adoubement de son fils spirituel.
Je suis content que vous aimiez le père Cotier. L'arrivée du concile confirme cette confiance. C'est l'abbé Journet qui insistera auprès de Paul VI pour que le père Cotier, jeune docteur, devienne expert, et également son théologien privé pour la dernière session du concile. Ces années-là permettent également de faire le passage entre Journet et Cotier vis-à-vis de la revue Nova et Vetera. Ma thèse, c'est que dans les années 60, Cotier arrête ses cours à Saint-Maximin, qui n'a pas encore commencé ses cours à Fribourg et à Genève, ce qui commencera dans les années 70, et donc ces années 60 sont un temps où il va pouvoir consacrer finalement du temps à Nova et Vetera. À l'époque du concile, Nova et Vetera demande un travail plus collaboratif avec le père Quélin, Brazola et le père Cotier. Le cardinalat de Journet en 1965 vient rebattre les cartes. La revue risque-t-elle, question de Maritain, d'être un porte-voix pour un des nouveaux conseillers du pape, tenu désormais à une certaine discrétion. Jacques Maritain propose alors à Journet de choisir le père Cotier comme rédacteur en chef ou sous-directeur. À l'inverse, Brazola serait selon lui trop tatillon et méticuleux, faisant perdre du temps dans des débats stériles. Fin de citation. Journet suivra Maritain, il gardera la direction jusqu'au bout, mais chargera Cotier d'être le chef de rédaction. Ce dernier écrit désormais au minimum 5 articles par an, voire 10, et s'impose comme le successeur naturel de l'abbé Journet. Lors de l'hospitalisation de l'abbé Journet suite à sa chute, ils parleront toujours à l'hôpital d'édition, et le père Cotier donnera l'absolution à son vieux confesseur 2 jours avant sa mort, Monseigneur Pierre Marmy, son ami et secrétaire de toujours, après lui avoir donné le viatique et l'onction des malades, accompagnera son maître terrestre jusqu'à son maître céleste. Le vieux cardinal laisse derrière lui toute une génération, surtout de laïcs, mais aussi de clercs, orphelins, mais prêts à reprendre son flambeau. C'est ce flambeau que je voudrais étudier dans une deuxième partie très courte sur Journet, théologien engagé, modèle de Père Cotier, philosophe engagé. Je voudrais juste l'esquisser en 2 points. Le Père Cotier a bien imité son maître sur 2 aspects. L'étude des problématiques nouvelles par les principes généraux et le sens aigu du service de l'Église. Avec l'aide de Maritain, Journet avait permis à Nova et Vetera de dépasser la dimension locale de son propos, jusqu'à en faire disparaître la mention initiale de revue catholique de la Suisse romande. Le Père Cotier poursuivra cette visée vers l'international avec la création de l'édition anglaise de la revue à partir de 2003. Bien plus que l'aspect extérieur de l'édition ou des sujets, c'est une même manière d'aborder les problématiques qui se retrouvent. Dans son ouvrage Défis éthiques de 1996, Cotier réunit un certain nombre d'articles qu'il avait fait paraître dans Nova et Vetera pour traiter les problèmes contemporains. Voilà, avortement, pilules, embryons surnuméraires, euthanasie, toxicomanie. Par exemple, son article sur le sida comme signe des temps dénonce par le symptôme de ce fléau une époque malade de la séparation des politiques de santé avec la morale, malade également de la ruine que provoque une morale permissive sur l'aspect sexuel. Aller du particulier à l'universel, des effets aux causes, en voir et en déceler l'élaboration dans le futur, voici ce qui guidera le Père Cotier à l'exemple de l'abbé Journet. Alors il est possible de relever les multiples responsabilités de Cotier au service de l'Église universelle, théologien de la maison pontificale, responsable du colloque sur l'antijudaïsme, puis sur l'Inquisition, cardinal. Il y a quelque chose qui guide son travail, c'est cette volonté de montrer l'amour de l'Église pour les autres, à la manière de Journet qui, dans son article censuré de 1942, voulait montrer l'amour de l'Église pour les Juifs raflés en France. Le Père Cotier ne cessa de vouloir allier vérité et miséricorde qui s'unissent tous deux à la charité.
devenue sa devise épiscopale, ces deux mots résument le propos général de sa méthode de travail. Alors je résume, c'est à la fin d'un de ses articles. Ce monde est rempli d'erreurs et de mensonges. Il faut sans cesse y proclamer la vérité. Ce monde est rempli de pécheurs. Il faut sans cesse y proclamer la miséricorde et le salut et le Sauveur. Dans un troisième point, je voudrais évoquer la pensée de Journet au service des combats de Côtier. Si le père Côtier a reçu une part de l'esprit, peut-être une double part, que sais-je, de Journet, eh bien il se servira aussi de son travail. Après la lutte contre le communisme, Jean-Paul II oriente la tâche politique de l'Église des années 1990 vers un rapprochement avec le judaïsme et la préparation du grand jubilé de l'an 2000 avec l'acte ecclésial de repentance. Journet sera l'aide principale pour le travail du nouveau théologien de la maison pontificale. Je voudrais évoquer 2 points, la lutte contre l'antisémitisme et puis la repentance que sœur Alexandra a déjà évoquée, donc je dirai uniquement des choses qu'elle n'a pas dites hier. Tout d'abord, contre l'antisémitisme. Il est évident que Côtier, dès sa jeunesse, s'ouvre à la critique de Journet sur l'antisémitisme et fait sienne à la fois la défense des Juifs contre leurs persécuteurs et la séduction que le judaïsme exerce sur le théologien. L'heure n'est plus à la polémique, utile pour éclaircir les oppositions, mais néfaste pour les passions. L'heure est à la sympathie, comme fille de la vraie charité, mais ennemie de tout sentimentalisme. En s'appuyant sur le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, dans quelques articles, le père Côtier exprime la nécessité d'étudier le mystère d'Israël comme partie intégrante du mystère chrétien et de sa révélation. Les deux s'interpénètrent. Pour le dominicain suisse, l'épreuve contemporaine du peuple juif unit ce dernier à la croix du Rédempteur, de manière mystérieuse. De l'autre côté, l'Église doit voir cette tragédie de manière non extérieure à elle, mais bien dans une solidarité interne face à une persécution commune d'une idéologie païenne, avec des modalités d'extermination totale pour les Juifs. Cette solidarité implique une attention plus grande sur la nature de ce lien en vue d'une réconciliation. Alors je résume le travail de Côtier sur l'antisémitisme. Il a été le théologien de référence pour la déclaration de Drancy des évêques français en 1997. Il leur dit d'ailleurs de ne rien édulcorer au premier texte. Il a préparé, par le symposium de 1997 que Jean-Paul II lui avait confié pour l'organisation, il a préparé ce colloque. Dans sa conférence d'ouverture, il dit que l'antisémitisme chrétien avait euthanasié la réflexion sur l'antisémitisme païen. Alors il ne fait pas sien les frustrations ultérieures qui refusent de distinguer l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme moderne et qui affirment l'aspect générateur et pas seulement facilitateur du christianisme dans la Shoah. Pour lui, l'exemple même de l'athéisme moderne est l'athéisme marxiste. Cette volonté de lutte contre l'antisémitisme s'est vue jusqu'à ses funérailles, puisqu'il a demandé qu'une des intentions de la prière universelle soit pour ceux qui sont morts dans les fosses communes et les fours crématoires. Comme théologien de la repentance, sœur Alexandra en a déjà parlé hier, je préciserai juste qu'au tout début, il justifie l'emploi de l'ecclésiologie de Journet face à l'ecclésiologie de Balthazar. Voilà qu'il attaque, il fait sienne une critique de Biffi sur la thèse principale de Balthazar, qui définit l'Église comme casta meretrice, la chaste prostituée, en s'inspirant d'Ambroise. Concluons. Le père Côtier ne fut pas comme l'abbé Journet un chartreux dans le monde. Il se montre avoir entouré par sa famille, son groupe de collégiens, ses frères dominicains, l'équipe de Nova et de Vetera. L'isolement provoqué par sa charge de théologien de la maison pontificale lui pesait. Cette différence montre une modalité diverse entre le disciple et le maître, mais dans unité d'esprit et d'idées. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans cette communication.
c'est que le père Georges Cotier ne fut pas d'abord un philosophe ou un disciple à l'école théologique de l'abbé Journet, il fut fondamentalement un disciple de son école spirituelle en vue de contempler le Christ, sagesse du Père et vérité donnée aux hommes. Je vous remercie.